Voilà, bah, redéfinir la science, moi je vais pas me lancer dedans. C'est pas mon point de vue. Je reste plus un praticien et je vais plutôt partir justement de ma pratique et de tous les moments où je considère que je me suis un peu heurté à cette question de la définition des sciences ou de comment chacun voit la science ou des limites aussi des différentes visions des sciences qui s'affrontent. Donc c'est une approche un peu empirique et en mosaïque de ce que sont les sciences ou par quel bout on peut les prendre. Donc pour commencer, moi je suis journaliste scientifique, mais je ne suis pas responsable de service sciences à Libération ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de service sciences malheureusement à Libération depuis quelques années. Donc moi je suis au sein du service Actu, qui comme son nom l'indique est le service le plus réactif vis-à-vis de l'actualité. Et au sein de ce service, je traite des questions scientifiques. Mais justement, il faut savoir que on a une journaliste scientifique aussi au sein du service société, on a des journalistes santé au sein du service société aussi. On a aussi un service qui s'appelle Check News, qui est le service un peu de fact-checking, qui s'est aussi beaucoup emparé de la crise sanitaire et qui a aussi un service scientifique, un journaliste scientifique pardon, à plein temps. Et donc moi, mon champ d'intervention au sein du journal se situe comme ça. Je ne suis pas forcément exactement sur le fact-checking, je ne suis pas non plus sur les problématiques de santé, et je suis par contre aussi beaucoup plus sur la réactivité. Euh, pour prendre un exemple récent, là, dimanche sur Deltacron, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en dire à l'instant T. Euh, j'ai beaucoup écrit sur l'image ternie de la science. J'ai fait plusieurs articles sur est-ce que la science sort abîmée de cette crise dès mai 2020. D'ailleurs, une interview de vous, Léo, mais aussi sur la fiabilité des articles scientifiques. J'ai écrit sur comment redéfinir le rôle de la recherche. C'était une interview croisée entre le sénateur Pierre Ouzoulias, que vous avez reçu, je crois, lors de votre dernier séminaire, et du directeur général du CNRS, donc en interview croisée, et encore récemment sur le déclin de la recherche française, notamment avec Sanofi, la perte du vaccin, ce genre de choses. Donc pour commencer, bon, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas dire la science, mais plutôt les sciences. On a eu une première question sur comment on définit les sciences au moment de la création du Conseil scientifique par le président de la République, qui a donc décidé de créer un conseil scientifique euh, pour le conseiller sur cette crise sanitaire. Et bah, j'ai repris la liste en fait du tout premier conseil scientifique dans lequel on voit beaucoup d'infectiologues et de médecins et de modélisateurs, mais dans lequel il y avait dès le début quand même une anthropologue et un sociologue. Parce qu'on sait que les sciences ont chacune leur objet d'étude et surtout, en fait, au-delà de leur objet, elles ont surtout chacune leur méthodologie, leur technique, avec les limites de chacune. Et il y a souvent un grand débat, hein, finalement, d'intégrer les sciences humaines et sociales dans le champ des sciences quand on parle des sciences. Euh, à titre personnel, je suis plutôt pour. Et d'ailleurs, j'ai été aussi, plus maintenant, mais ces 2 dernières années, sinon au bureau de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, au sein duquel aussi on est plusieurs à pousser, et c'est assez admis au sein de l'association, pour que les sciences humaines soient intégrées complètement dans le champ dans le champ de l'association. Mais après, on pourrait se demander, toujours sur ce conseil scientifique, il n'y a pas eu par exemple de spécialistes de l'évolution, et donc c'est aussi poser la question maintenant, quand on voit toutes les problématiques sur l'évolution des génomes, l'évolution du virus, finalement, de quelle science on a besoin pour répondre à une question. Et ben, ce conseil scientifique, dès le début, posait cette question-là aussi. Et finalement, euh, alors ils avaient vu les sociologues et les anthropologues, mais ils n'avaient pas forcément vu les psychologues, ils n'avaient pas forcément vu les pédiatres, ils n'avaient pas forcément vu les spécialistes de l'évolution. Et c'était une première approche de cette définition. Ensuite, la deuxième chose, c'était notamment en lien avec l'interview que j'avais fait, parce que Léo Coutelec m'avait dit la première fois, je lui demandais si donc la science sortait grandie de cette crise, et il m'avait dit oui. Alors c'était en mai 2020, hein, peut-être qu'on reviendrait dessus maintenant, mais vous m'aviez dit oui, ça m'avait surpris, donc on a fait une interview. Euh,
Et l'idée était de dire que justement le public avait l'occasion de voir la science en train de se faire, la science de l'intérieur, la machine, voilà, comment ça marche, qu'est-ce que c'est cette boîte noire en science. Et c'est vrai qu'on touche là quelque part à une polysémie du mot science. C'est Étienne Klein qui fait de la distinction maintenant entre la science comme étant un savoir établi et la recherche comme étant le processus d'élaboration de ce savoir. Et donc finalement, ce à quoi le public a pu assister, c'est à la recherche, à comment se fait la recherche sur un objet nouveau. Donc là, on a un nouveau virus, donc tout le monde part à peu près de zéro. Et on essaye de comprendre comment il fonctionne, on fait des analogies. Chaque science, on a les modélisateurs qui arrivent avec leurs modèles, on a les infectiologues qui arrivent avec leur connaissance des patients, on a les virologues qui arrivent avec leur connaissance des autres virus, on a les évolutionnistes, et chacun arrive avec voilà, son background, ses techniques, sa vision de cet objet. Ça s'oppose, ils ne sont pas d'accord, ils sont complémentaires souvent, heureusement. Mais c'est à ça qu'on a assisté au final. Et je trouvais que cette distinction entre finalement la science et le savoir une fois qu'il est établi et la recherche, c'est ce savoir quand il est en train de s'élaborer, était intéressante. Ensuite, une autre chose où moi j'ai été confronté à ce que j'appelle la définition de la science, c'est on a beaucoup parlé de l'essor des études en préprint. On a parlé tout à l'heure du Lancet Gate, des études de Raoult. Et finalement, c'est toute cette idée à laquelle moi je suis souvent confronté au sein d'une rédaction, c'est l'idée qu'une une étude fait foi. Et donc, on l'a vu avec le Lancet Gate, où finalement, il y a une étude parue dans The Lancet est un très bon journal, et donc, on va prendre une action politique derrière. Moi, je compare ça avec les articles de presse parfois qu'on voit où on dit ah tiens, le vin rouge permet de, je sais pas, allonger la durée de vie, un verre de vin rouge par jour, et puis 3 jours après, on a non, un verre de vin rouge par jour, ça fait le cancer. Et donc c'est toujours d'après une étude scientifique. Et donc il y a parfois une vision au sein des rédactions, mais au sein du public, et là en fait on l'a vu avec le Lancet Gate au sein du gouvernement, une vision de la science qui fait que une étude toute seule serait tout d'un coup euh, euh, pourrait faire changer la vision qu'on a d'un domaine, pourrait établir un fait scientifique. Alors moi je ne crois pas du tout à ça. Je crois pas du tout à ça. Quand on me demande de traiter d'une étude scientifique, eh ben, la première chose que je fais, c'est d'essayer de me mettre à niveau sur le champ scientifique en question pour savoir si cette étude est complètement à côté de ce que les autres disent ou est juste une pierre de plus dans le même sens, parce que c'est pas la même chose. Bon, alors la chance qu'on a quand on a un sujet comme le Covid, c'est que là, depuis 2 ans, on baigne dedans, donc c'est plus facile de faire ce travail-là aujourd'hui. Mais au début, c'était assez compliqué. D'ailleurs, quand Didier Raoult a commencé à parler de l'hydroxychloroquine, un des premiers arguments contre lui, qui a été employé notamment par le gouvernement, était c'est pas une étude randomisée. C'est pas une étude randomisée, donc il faut faire une étude randomisée. Alors, je suis un petit peu. Voilà, ce genre d'argument me convainc pas totalement parce que ce sont les arguments qu'on employait contre Irène Frachon dans l'affaire du Mediator au début. C'est une étude qu'à témoins, c'est pas grand-chose, c'est pas une preuve scientifique et tout ça. Le problème avec Raoult au début, c'était pas que c'était une étude de cas, c'est que c'était une mauvaise étude de cas. Elle n'était pas bien faite. Et Irène Frachon, c'était une bonne étude de cas. Elle était bien faite. Et donc, on a souvent on, on va souvent être confronté à ça, parce qu'on va souvent sortir la pyramide des preuves. Vous savez, c'est alors tout en bas, les articles qui ont le moins de force de preuve, voilà, la pyramide des niveaux de preuve, voilà, ce sont les études de cas, les études observationnelles, et puis après, on a les études interventionnelles, et tout en haut, on a donc les essais cliniques et les méta-analyses et tout ça. Mais c'est pas vrai. Si on reprend l'affaire du Vioxx, un anti-inflammatoire qui avait créé des crises cardiaques, qui a été autorisé de 99 à 2004, bon, bah, au début, il avait toutes les études scientifiques pour lui, a priori, en façade. Et donc, il faut faire
quand même très attention à cette idée qu'il y aurait une science infaillible et une science faillible. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et qui, moi, m'a beaucoup énervé. Et d'ailleurs, là encore une fois, le Lancet Gate, bah, c'est pas parce que l'étude, elle est censée être une méta-analyse dans The Lancet qu'elle est infaillible. C'est pas vrai, ça. Il faut jamais croire ça. Il faut toujours essayer de remettre les choses en question. D'ailleurs, une autre chose qui, par rapport à mon métier et à ma pratique, parfois on réduit le journalisme scientifique à de la communication scientifique. Mais non, parce que nous, on a un rôle critique d'abord. On doit d'abord critiquer les sciences avant de les transmettre ou d'en parler. Mais d'abord les critiquer. Et donc ça, c'est important, à mon sens. Là aussi, il y a une question de... Dans toute cette pandémie, on était dans ce que j'appelle moi la zone grise, c'est-à-dire la zone où la science ne peut pas forcément, ou les sciences, nous dire quelque chose de manière très forte. Et il faut accepter ces zones-là et ces limites-là. Et toutes les questions qu'on se pose dans cette pandémie, c'est des questions à comment agir quand la science elle-même est floue. Alors là, un autre exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de l'Androcur. L'Androcur, c'est un médicament qui était donné pour lutter contre la pilosité faciale chez les femmes et qui était utilisé en France euh, en contraceptif. Et en 2009, on a un chirurgien français qui dit, alors c'est une étude de cas, hein, c'est 9 cas, je crois, en 2009, pour dire, je pense que ces médicaments donnent des tumeurs au cerveau bénignes. On a eu la preuve scientifique qui amène à agir en 2018. Et donc entre 2009 et 2018, on fait quoi? On a une preuve, qui a un niveau de preuve faible, mais c'est un élément quand même qui pose question. Et le temps de la science, le temps que les essais se fassent, le temps que le labo, lui, fasse des contre-analyses qui disent l'inverse et tout ça, et ben, il se passe 9 ans. Et pendant 9 ans, on donne un médicament à des femmes qui créent des tumeurs au cerveau. Alors bénignes et qui, quand on arrête le traitement, se rétractent. Mais quand même. Et moi, professionnellement, je suis toujours confronté à ça. C'est-à-dire, euh, on me pose des questions à des moments où la science n'a pas répondu, ou alors pas complètement. Et donc, il faut arriver à arbitrer entre ce que disent vraiment les études et jusqu'où elles pourraient dire. Un autre exemple, jusqu'où elles pourraient apporter. L'autre exemple, c'est sur les pesticides. Si vous lisez les expertises collectives pardon, de l'INSERM sur les pesticides, il y a toujours beaucoup de conditionnels, quand on est très prudent, forcément, parce que c'est très très dur de dire qu'une molécule, qu'un pesticide employé dans un champ va donner un certain nombre de cancers ou de maladies aux agriculteurs et encore plus aux consommateurs. Ça, pour mettre en place l'étude qui va dire ça, c'est excessivement compliqué. Mettre en place l'étude qui va dire ça avec toute la force scientifique qu'on attend pour dire c'est de la science. Et comme là encore, on a été beaucoup confronté au fait de dire il faut se baser sur la science, il faut de la médecine basée sur les preuves, il faut des décisions politiques basées sur la science. Oui, mais attention, est-ce que la science va pouvoir nous donner la réponse avec le niveau de certitude qu'on attend dans les temps, dans le temps dont on a besoin? C'est pas du tout gagné. Et c'est là que moi, mon travail se situe. Et donc, c'est ce que j'appelle une zone grise. Ensuite, un autre élément pour cette définition de ce que sont les sciences, de mon point de vue, c'est qui parle pour la science. À un moment, même, qu'est-ce qu'un article scientifique? Moi, j'ai été confronté plusieurs fois à des communications, à des communiqués de presse d'entreprises sur les résultats d'un vaccin, sur les résultats d'un médicament. Et on disait, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut en dire? Sachant qu'on n'a pas les données, on n'a pas les articles scientifiques sur le sujet. Et là, c'est très compliqué parce que je suis obligé d'être prudent parce que je n'ai pas d'éléments. Et j'ai raison d'être prudent puisque si on prend l'exemple récent du molnupiravir, on a vu qu'entre les premiers éléments communiqués par Merck et ce qui semble sortir maintenant des études d'utilisation aux États-Unis, il y a quand même un grand écart. Mais si on prend les vaccins ARN, bah, ils avaient raison. À chaque fois qu'ils sont communiqués, ça s'est avéré vrai ce que Pfizer et Moderna disaient.
Donc là encore, qui parle pour la science? Est-ce que ce sont les entreprises donc, qui ont, elles, un intérêt? Est-ce que c'est le conseil scientifique? Est-ce que c'est le gouvernement? On a eu en France des moments particuliers parce que le point épidémiologique sur l'épidémie était fait par soit le ministre de la Santé, soit le directeur général de la Santé. Or, ça se voulait un point épidémiologique, donc peut-être dans d'autres pays, ça a pu être fait par des scientifiques. On pense à Anthony Fauci aux États-Unis ou Drosten en Allemagne. Donc, est-ce que c'est le politique qui parle pour la science? Est-ce que c'est le scientifique? Est-ce que c'est l'industriel? Ça, c'est quelque chose qui est. Enfin, c'est une vraie question qui se pose. Moi, à titre personnel, en tant que journaliste, si je veux avoir un avis scientifique sur une question, je vais essayer, la plupart du temps, quand c'est possible, nul n'est parfait, mais d'avoir des personnes scientifiques qui travaillent sur le sujet, donc qui ont des publications sur le sujet dont on parle. Et là encore, si on prend la plupart des interventions médiatiques, notamment dans les médias audiovisuels, on s'aperçoit qu'on a des commentateurs de la science. Mais un commentateur de la science, même s'il est parfois lui-même scientifique, mais sur un sujet qui est juste à côté, eh ben c'est pas exactement un avis scientifique. Et donc, pour moi, ça, c'est important. Il m'est arrivé dans ma carrière plusieurs fois d'interroger des scientifiques sur un sujet connexe de leur propre sujet d'étude. Et après, quand j'appelais des gens qui travaillent vraiment sur ce sujet d'étude, eh ben, j'avais des avis très différents. Là, par exemple aussi, les pesticides ou le glyphosate sont d'assez bons exemples. On peut avoir beaucoup de gens qui vont parler parce qu'ils ont des compétences scientifiques par ailleurs, mais sur ces sujets précis. Mais quand on appelle les gens qui travaillent sur ces sujets, on a un autre son de cloche. Donc là aussi, c'est important de savoir qui parle pour la science. Donc il y a un rôle des médias de bien choisir qui on fait parler et tout ça. Mais pour moi, il y a aussi un rôle des institutions. C'est-à-dire que le conseil scientifique s'est laissé marcher dessus, j'ai envie de dire, par le gouvernement en termes de communication. À la base, ils devaient rendre tous ces avis devaient être rendus publics dès qu'ils étaient rendus. Or, ils ont toujours été rendus publics après que le gouvernement ait pris une décision basée sur cet avis. Donc, en matière de communication, on avait toujours un jour le gouvernement dit ça, et le lendemain, ah, mais en fait, le conseil scientifique, il n'avait pas exactement dit ça. Et donc, ce qui arrive avec beaucoup moins de force. Ensuite, le conseil scientifique, ou même les scientifiques des plus grandes institutions de recherche, avaient une communication dirigée, voilà, on va faire la matinale d'RTL, la matinale de France Inter, on va aller dans des médias, accorder un entretien à Libération, au Monde ou à quelqu'un d'autre. Mais finalement, on voit que Didier Raoult, justement, en disruptant cette manière de communiquer, en passant en direct sur YouTube, a touché un autre public, a eu une autre importance que la communication institutionnelle classique des plus grands instituts de recherche français n'a pas su voir ou n'a pas pu mettre en place. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur qui faisait les points épidémiologiques en France. Bah, c'était le gouvernement. Le CNRS, l'INSERM ne pas saisi de ce problème, le conseil scientifique non plus, et donc on avait les informations scientifiques par le prisme du politique, ce qui est quand même une vraie question. Et une question qui joue d'ailleurs aussi sur les anti-sciences, alors justement pas les anti-sciences en fait, mais plutôt les anti-pass ou les anti-vax ou autres. Très souvent, quand on analyse les discours, ce ne sont pas des discours de refus de la science. Ce ne sont pas des discours qui disent je veux pas de la science. Ces discours qui disent on a notre science. Moi j'ai Raoult, j'ai Perron, j'ai Pouchet, j'ai des gens qui appartiennent au champ scientifique et, et qui amènent un autre discours. Et donc ça c'est intéressant de voir que en tout cas pour le moment, l'opposition n'est pas une opposition contre la science. C'est juste, on prend ce qui nous intéresse dans la science, mais on ne la rejette pas entièrement. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même aussi un rôle des institutions scientifiques et ou de la communauté scientifique. La communauté scientifique est encore une des rares communautés qui a la chance d'être globalement dirigée par des membres issus d'elle-même. Donc il y a quand même une possibilité d'action, à mon sens.
Et il y a dans la communauté scientifique il y a eu un laisser-aller vis-à-vis de la qualité de la science ou de la lutte contre les fraudes. Je pense au travail d'Elisabeth Bik depuis longtemps, je pense au travail de Leonid Schneider, des cas Voynet, Perroche ou autres en France, de la difficulté qu'il y a eu à faire, à avoir des enquêtes sérieuses et indépendantes sur des cas supposés de fraude. Je pense aussi de Retractation Watch, euh, qui fait un travail formidable sur les articles scientifiques qui sont rétractés, mais, et d'ailleurs qui voient qu'ils sont de plus en plus nombreux. Alors quelque part c'est bien parce que ça veut dire que il y a quand même des garde-fous, mais en même temps ça veut dire que toujours essaye de faire de la mauvaise science, et ça c'est dommage. Et donc je pense qu'en effet il y a probablement un rôle des... Alors, je ne pense pas au niveau individuel, parce qu'on a vu beaucoup de chercheurs faire les choses au niveau individuel, et c'était très bien. Mais après, si on tombe sur des chercheurs qui sont un peu hors du champ des sciences, bah, ils vont dire des choses fausses, et ça va être dommage. Mais je pense, pour moi, qu'il y a plus eu un manque de la part des institutions de recherche, que ce soit universités ou grands organismes, pour essayer de porter une parole scientifique là-dedans, et d'aider les scientifiques, parce que dans cette crise, c'est quand même pas compliqué de prendre pas facile de prendre la parole en public. Euh, il y a vite des menaces, il y a vite Donc, voilà, quelque chose de collectif, quelque chose d'organisé par les institutions aurait, je pense, pu être bien. Et je crois que je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions. Merci beaucoup. C'était très riche, très riche, très riche. Beaucoup de points et de questionnements qui peuvent être prolongés, je pense. Euh, Effectivement, très intéressant cette façon de voir l'évolutivité nécessaire du conseil scientifique. J'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, je ne crois pas que sa composition ait évolué en fonction de la pandémie. On n'a pas intégré des psychiatres, on n'a pas intégré des évolutionnistes, mais peut-être que ce serait intéressant pour le futur de penser ce genre d'instances de façon dynamique, en disant le problème évolue, il faut que les instances qui conseillent les pouvoirs publics sur ce problème évoluent aussi. Bon, ouais, je trouve cette suggestion assez intéressante. Il a évolué, hein, il a évolué. On a eu, là, je me suis mis sur le dernier. Ouais. Là, maintenant, j'ai un vétérinaire, ce que j'avais pas au début. J'ai un spécialiste des nouvelles techno. J'ai un gériatre. J'ai un représentant des milieux associatifs. J'ai un pédopsie, ce que j'avais pas au début. Donc, il a évolué ici. Très bien, ok. Super. Sur la, il y a des questions, hein, il y a déjà pas mal de questions sur la distinction science-recherche que Étienne Klein a repris de Bruno Latour. Hein, Bruno Latour, il disait, je ne sais plus dans lequel de ses bouquins, c'était dans un article, je crois, mais esquisse du Parlement des choses, quelque chose comme ça. Il disait la science repose sur des experts assurés, la recherche sur des chercheurs inquiets. Donc Étienne Klein J'aime la formule. rebondit là-dessus. Euh, bon, moi, je suis pas convaincu de cette distinction depuis ma discipline, qui est la philosophie des sciences, parce que je pense qu'elle a, si on la pousse la réflexion un peu loin, elle nous amène qu'à des impasses, puisque il peut pas y avoir de science sans recherche. Toute science et recherche, et ce qu'on appelle les savoirs stabilité en science sont en fait des paliers d'adhésion de la recherche. Par ailleurs, il peut y avoir d'autres types de recherche que de la recherche scientifique. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont compliquées quand on fait une distinction de ce type-là. En tout cas, je vois ce qu'il y a derrière. C'est qu'il y a un moment donné la science qui se donne à voir comme quelque chose de stabilisé, consensuel. C'est très rare. Ça concerne une partie du savoir. Et il y a une science qui se donne à voir en cela qu'elle est dans un processus de recherche, ce qu'elle est finalement tout le temps, et que ce processus de recherche prend parfois la forme d'un savoir stabilisé. Bon, mais ça, c'est pas l'essentiel du propos. Sur la question de l'argument d'autorité sur les essais cliniques, merci d'avoir appelé ça. Merci d'avoir rappelé Irène Frachon. Euh, et moi, comme vous, je suis assez agacé par tous ces arguments d'autorité que moi j'appelle la présomption de fiabilité par la méthode.
C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux résultats, mais la méthode en elle-même est une forme de présomption de fiabilité. On fait un essai clinique randomisé en double aveugle, il y a une présomption de fiabilité par cette méthode, même si le résultat est bidon, voire pas pertinent, voire à côté de la plaque par rapport à l'objet. Et ça, c'est très fort, ça a été beaucoup critiqué en philosophie de la médecine, hein. Ça a été beaucoup critiqué par quelqu'un comme Nancy Cartwright, par exemple, hein, qui a beaucoup critiqué cette hiérarchie des preuves médicales sans théorie de la preuve. Parce que c'est ça le fond de la question, c'est que une hiérarchie des preuves médicales sans derrière une théorie de la preuve qui nous permette d'avoir des critères de cette hiérarchisation, ben, c'est un argument d'autorité. Voilà. Et du coup, cette hiérarchie des preuves, enfin, cette théorie de la hiérarchie des preuves en médecine n'existe pas aujourd'hui. Euh, et ça, c'est vraiment un point fondamental. Donc, Et en bravo, plus, bravo. le fait que le gouvernement ait repris en fait la science pour faire des arguments d'autorité, c'est en ça que l'image de la science aussi est affaiblie. C'est qu'en fait, on a eu, ah bah vous voyez, il y a une étude dans The Lancet qui dit qu'il faut prendre l'hydroxychloroquine, donc on ne la prend pas. Ah, mais l'étude est bidon. Oui, mais en fait, c'est parce qu'on ne se basait pas vraiment là-dessus pour dire ça. Et on n'est pas capable de dire, non, non, on a un faisceau de preuves qui nous fait qu'on ne va pas prendre ce médicament-là. Et on cherche toujours l'argument d'autorité chez la science. Et c'est ça, entre l'attente, entre le politique et même le journaliste parfois, vis-à-vis de la science, c'est ça, on cherche l'argument d'autorité. Alors qu'en fait, il ne faudrait pas. Tout à fait, c'est ça. Et ça renvoie à cette difficulté aussi de ne pas chercher l'argument d'autorité, donc de ne pas désigner une légitimité scientifique de façon a priori. Ça renvoie à la difficulté de finalement qui désigne ces légitimités scientifiques, hein. J'ai bien aimé votre formule de ces personnes qui disent on a notre science. Ça, c'est vraiment excellent. Et du coup, si chacun a sa science, moi j'ai ma science, telle communauté a sa science. Bon, ben, comment finalement on distribue ces légitimités scientifiques et qui finalement est légitime pour dire ce qui est légitime scientifiquement? Et ça, c'est une question, une grosse question. Est-ce que c'est au scientifique qui, dans son choix, par exemple, d'intervenant sur un plateau télé ou d'intervenant dans un journal en donnant la parole à certains scientifiques, finalement désigne une légitimité? C'est okay, finalement l'expression médiatique est une forme de légitimité qui est accordée à certains scientifiques, hein. Alors certains scientifiques prennent d'eux-mêmes, hein, par notamment les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est une vraie question. Je sais que dans d'autres pays, et vous l'avez évoqué, il y a des monsieur science, il y a un monsieur science ou un madame science, hein, qui est une sorte de chef scientifique, hein, comme on a eu monsieur vaccin, hein, visible en France. Le scientifique en chèque au Québec. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que ça marche pas très bien dans notre pays, en tout cas, hein. Le monsieur vaccin n'a pas eu l'autorité suffisante pour pour être la synthèse de la diversité scientifique qui pouvait s'exprimer autour des vaccins. Voilà, bon, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et est-ce que c'est aux journalistes de la trancher? Je crois pas. Et dans ce cas-là, comment le choix se fait finalement entre les légitimités scientifiques qui sont en conflit? Comment on tranche? Voilà, est-ce que c'est l'opinion personnelle du journaliste? Est-ce que c'est la ligne éditoriale du journal? Est-ce que c'est les recommandations d'une institution? Est-ce que c'est le nombre de publications? Est-ce que c'est des prises de position politiques sur tel sujet qui font que voilà, des légitimités sont mises en avant plutôt que d'autres? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez Il y a un truc important quand même qui est l'indépendance au pouvoir. C'est beaucoup plus dur d'être perçu comme une instance scientifique indépendante quand on est nommé par le pouvoir en place au moment de la crise pour gérer la crise. C'est quand même vraiment plus dur. Je pense que le gouvernement aurait demandé à l'INSERM ou au CNRS de faire leur comité qui fait un suivi de la crise, premièrement, pour savoir où on en est, tout ça, et qui donne des avis. Peut-être que ça aurait été perçu de manière un peu différente. Après, sur l'autre question qui est pour moi, qu'est-ce que j'estime être une légitimité scientifique ou pas, ben, c'est très compliqué et c'est une question que je me pose très, très régulièrement. Là, on a un cas assez, en ce moment même, la fluvoxamine, fluoxétine, donc c'est des psychiatres qui pensent que certains antidépresseurs sont efficaces pour lutter contre le coronavirus. Alors, est-ce que c'est une nouvelle hydroxychloroquine ou pas? C'est un peu la question toujours. On a eu le cas avec la colchicine aussi avant.
Moi, ce qui me plaisait bien dans la fluvoxamine, c'était qu'on avait différentes équipes indépendantes dans différents pays qui arrivaient à peu près aux mêmes observations. Alors voilà, toujours des niveaux de preuve assez faibles, mais cohérents avec un faisceau de preuves intéressant. Et puis là, j'en reviens un peu parce que bon, finalement, ça avance pas, on n'arrive pas à avoir la preuve ultime et certaines choses qui pensaient être leur mécanisme d'action ont été un peu, enfin, en tout cas, n'ont pas été démontrées. Donc, je doute un peu plus. Mais il y a beaucoup de doutes et c'est en effet, et donc voilà, c'est qu'est-ce qu'une science et dans il y a le critère de reproductivité et est-ce que en effet on a la chance d'avoir une science internationale et souvent quand je suis face à un problème polémique scientifique française, je vais essayer d'avoir des avis internationaux parce que si c'est de la Hmm. science, c'est international. Et donc je Hmm. vais avoir et on va sortir un peu du microcosme franco-français et ça va me permettre d'avoir un autre avis. Mais Hmm. c'est Hmm. vraiment une question que je me pose en permanence et peut-être la différence par rapport à des, des personnes qui n'ont pas de connaissance du milieu scientifique, c'est que je me demande si c'est de la science, même si c'est un article scientifique. Hmm. Parce Hmm. que je sais que c'est pas parce que c'est passé par le prisme du peer review, c'est pas parce que c'est publié dans une revue qui est potentiellement connue et peut-être même potentiellement très 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 connue que c'est nécessairement très bon. Et donc moi, je suis Hmm. toujours dans ce doute-là. Et donc je vais avoir très vite besoin de soumettre l'article en question à d'autres chercheurs du même domaine, de prendre d'autres avis, voir si c'est très 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 éloigné ou pas, ce que je disais tout à l'heure, du paysage de recherche dans la discipline. Hmm. Merci. Merci pour cette réponse. Il y a pas mal de commentaires sur le fil de discussion. Voilà, bon, je vous laisse en prendre connaissance les uns les autres. Il n'y a pas de questions précises, hein. Peut-être le dernier commentaire d'Alain Fontaine est intéressant parce que il fait écho à la question de la hiérarchie des preuves en médecine, et notamment dans le cadre de l'EBM, de l'Evidence-Based Medicine. Et donc, Alain Fontaine fait référence au système GRADE, qui est effectivement, euh, on va dire, une des réponses aux critiques de l'EBM, hein, et de sa rigidité et de sa hiérarchie a prioriste des preuves, qui effectivement prend pas simplement en compte la robustesse des méthodes, donc, mais aussi en quelque sorte leur pertinence, hein, qui est ici exprimée par l'importance potentielle de ces résultats. Moi, je dirais leur adaptation à l'objet dont on parle, hein, à leur effet. Voilà, moi, j'ai rassemblé tous ces critères sous l'idée de pertinence. Donc, le système GRADE est une des manifestations effectivement très contemporaines de cette prise en compte de critères à la fois de robustesse et de pertinence. Donc, merci de le rappeler. Mm. Ici, je pense que c'est vraiment primordial. Chantal Bernard donc, pose une question. Olivier Monod, vous rappelez le temps entre les premières études et les dernières qui prouvent la légitimité. Donc, vous avez donné un exemple, hein, tout à l'heure là-dessus. Et vous avez donné une dizaine d'années, hein, pour les deux exemples que vous avez évoqués. Pensez-vous qu'il y a une précipitation dans la crise actuelle? Excellente question. Donc. Euh, Ça va dépendre sur quel sujet et à quel moment, mais ce qu'il y a, c'est que c'est le principe d'une crise. On n'a pas le temps. Donc, on doit, et moi d'ailleurs, je peux avoir la même question, et donc c'est là que la remarque de La Fontaine est intéressante aussi. Euh, il faut, à l'instant T, prendre la décision. Pour moi, écrire l'article, mais pour le gouvernement, prendre la décision la plus adéquate en fonction des preuves, du niveau de preuve, de la robustesse de ces preuves et de ce que je peux en attendre. Euh, alors après, moi, je préférerais parfois ne pas avoir à écrire sur le sujet, mais en même temps, la question se pose maintenant. Donc, il faut que j'y réponde avec l'état de la science maintenant. D'ailleurs, ça me permet aussi de répondre à Carole de Mulatier qui dit que voilà, le monde attend des vérités scientifiques abouties et inébranlables, et ce ne sera peut-être jamais le cas. Et alors, c'est vrai, et en même temps, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de savoir scientifique, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qu'on... Parce qu'après, on tombe vite dans le relativisme absolu, ou le plus total, à l'inverse. C'est, ah bon, la science dira jamais rien, donc on peut dire ce qu'on veut. Non,
non plus. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des zones grises. On est toujours sur des lignes de crête. On est toujours sur on est à des moments où il faut pas tomber trop à gauche ni trop à droite. Il faut arriver à peu près à dire au plus juste de ce qu'on peut dire à l'instant T, en se trompant parfois, et puis arriver aussi à comprendre la portée réelle des sciences. Le meilleur exemple là-dessus, c'est quand même toutes les modélisations. On attendait des modélisations sur la crise épidémique, qu'elles nous disent exactement dans 6 mois quel sera le besoin en réanimation. Et ça n'arrive pas. Elles peuvent le dire assez précisément à horizon de 1 à 3 semaines. Mais après, par contre, donc voilà, vu qu'elles se sont trompées parfois pour 2 mois, on leur faisait plus confiance quand elles disaient non, mais il va y avoir une nouvelle vague. Et alors là, entre chaque vague, on avait les mecs qui arrivaient et qui disaient ah, c'est fini, il n'y aura pas de vague. Et tous les utilisateurs qui disaient bah, si, si, il va y avoir une autre vague. Ah, mais vous êtes trompés. La dernière fois, vous aviez dit qu'on serait à 3000 en réa le 1er février, on n'était qu'au 1er mars. Bah, oui, ok, il y a une incertitude sur la prévision exacte, parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est pas des prévisions, mais c'est des modélisations. Mais par contre, ça ne remet pas en cause la compréhension que les modèles avaient de la dynamique épidémique. Et donc voilà, parce qu'ils font une petite erreur, on remet en cause toute leur compréhension. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut être entre les deux. Pour compléter, merci. Il y a des études de sociologues qui ont montré que par rapport à la confiance que le public pouvait avoir dans la science, contrairement à l'idée reçue selon laquelle le public aura d'autant plus confiance à la science parce que la science dira des certitudes. En fait, c'est pas toutes les études qui ont été montées là-dessus disent le contraire. C'est-à-dire que le grand public préfère, en tout cas, n'a pas moins confiance, hein, pour être plus nuancé, parce que les études, les résultats ne sont pas tous les mêmes. Mais en tout cas, le public n'a pas moins confiance dans une science qui évoque très clairement ses marges d'erreur et ses incertitudes. Et je pense que c'est ça qui manque. C'est pas tant que la science soit incertaine ou que la science puisse se tromper, mais c'est la capacité qu'elle a à le dire et à l'assumer au moment où elle s'exprime. Et donc dire, par exemple, les marges d'erreur d'une probabilité, les marges d'incertitude, les intervalles de confiance, qui portent très bien leur nom d'ailleurs, etc. Voilà, ça augmente la confiance. Ça la fait pas baisser. La méfiance augmente quand ces incertitudes sont cachées. Donc c'est un peu le contraire. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'études qui ont montré ça. Euh, une autre Après, façon c'est de le vrai qu'il y dire, a quand même ouais, allez-y. Non, c'est juste ce que je veux dire, il y a quand même une attente vis-à-vis de la science. Enfin, on est encore beaucoup, je pense, dans une culture où on attend la solution idéale technologique. Et en fait, on a tellement de technologies qui résolvent plein de problèmes. Et là, on a typiquement le cas avec le vaccin. Ah, mais le vaccin, je peux quand même attraper la maladie. Alors oui, alors c'est en partie parce qu'on a oublié que dès le début, la commande du gouvernement américain, c'était de réduire le nombre de cas graves et la mortalité, c'était pas de réduire la transmission de la maladie. Donc les vaccins répondent à la commande, mais on avait oublié on a tendance à oublier la commande. Et deuxièmement, c'est pas parce que ils ne nous apportent pas la solution technologique idéale qu'il est à jeter. On a vite cette discussion-là, c'est un peu une discussion de comptoir, mais je pense qu'on l'a tous eu dans nos entourages de ah bah si je peux tomber malade, ça sert à quoi que je me vaccine? Bah, tu vas pas à l'hôpital, quoi. C'est pas mal déjà. Donc voilà, vu que c'est pas la solution idéale, il y a une petite déception et on a envie de tout jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Oui, c'est replacer le savoir dans un contexte, hein. Alors là, on parlait de la commande initiale, mais voilà, le périmètre de ne pas donner à un objet scientifique une prétention plus grande que celui pour lequel il a été créé. Or, sur la vaccination, effectivement, il y a eu des confusions, je pense, dans le discours sur sa place, qui a longtemps été présentée comme la solution miracle, même si, effectivement, on a des indices qui nous permettent de dire que dès le départ, ça ne pouvait pas être possible que ça le soit. Bon, voilà, donc ouais, c'est très juste. Il y a une question qui vous concerne directement, de Sophie Quinton, qui remercie, qui vous remercie pour ces échanges et qui vous demande, voilà, si vous êtes formé, si vous avez une formation scientifique en tant que journaliste scientifique. Alors, à titre personnel, j'ai été formé à la biologie, puis au journalisme. Donc oui, j'ai une formation scientifique, ce qui, à mon sens, n'est pas obligatoire pour être journaliste scientifique, mais
Je compare beaucoup le journaliste scientifique à la spécialité journaliste européen. Donc, c'est des spécialités dans lesquelles il y a un coût d'entrée, parce que c'est compliqué. Quand on est profane de lire une directive européenne, c'est compliqué. C'est compliqué de lire une publication scientifique quand on est profane. Et les points de comparaison que je fais, c'est que ce sont deux spécialités que tout le monde trouve objectivement très importantes, mais qui ennuient un peu tout le monde. Et donc, qui sont pas forcément, qui sont un peu les parents pauvres dans les rédacs aussi. Voilà. Bon, en tout cas, bravo pour tout votre travail. C'est Merci. vraiment une activité d'utilité publique.